Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec la DRH du groupe Séché, Valérie Burgorg. Elle est notre invitée. Bonjour Valérie. Quelques mots d'abord sur le groupe Séché, parce que c'est que le grand public connaît peu cette marque, mais Dieu sait que le monde industriel et le monde de la dépollution et des déchets connaît votre entreprise. Entreprise familiale, mayonnaise. Une belle saga, une belle ETI, plus de 5000 salariés. Absolument. En France et dans le monde. D'abord, on a une tradition quand on accueille des DRH de belles entreprises, c'est d'en savoir un peu plus sur vous, Valérie. Il y a des DRH qui sont très focus dialogue social, parfois bras de fer avec les syndicats. Et quand je vois votre parcours, j'ai plutôt l'impression que votre focus à vous, c'est la formation, l'accompagnement des collaborateurs. Oui, absolument, absolument. J'ai fait d'abord un DEA de sociologie et sciences de l'éducation que j'ai complété après par un master RH et management des organisations. J'ai débuté ma carrière au CNAM, où je me suis occupée effectivement d'ingénierie de formation pédagogique, monter des programmes de formation pour ingénieurs, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas encore de sciences sociales, on a pu les introduire. Et puis je me suis occupée de la diffusion de lecture scientifique et technique au CNAM. Au CNAM. Et j'ai vu un passage chez Veolia aussi. Absolument. Donc là, passé le CNAM, je pars chez Veolia. Ouais, c'est ça. Il y a un campus de formation. Tout à fait. Je me suis occupée des campus de formation en France. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, vraiment un tropisme formation, développement des compétences, talent management. Et puis, je me suis occupée de la filière finance du groupe Veolia pendant 10 ans, avant ensuite de rejoindre une entreprise de conseil. Conseil, et pour arriver aujourd'hui, DRH du groupe Séché. C'est compliqué parce que c'est une entreprise qui est très intéressante parce qu'elle est au cœur des enjeux stratégiques du monde, j'allais dire d'aujourd'hui et de demain. Les déchets, exactement, avec des marchés publics, tri, déchets, et puis ça c'est 20%, et 80% c'est la dépollution. Alors, Lubrizol à Rouen, Notre-Dame de Paris et le plomb, et puis des chantiers dans l'international. C'est les enjeux centraux, ça. Complètement. Effectivement, Séché Environnement, entreprise familiale ETI fondée en 1985 par Joël Séché, aujourd'hui dirigée par Maxime Séché depuis 2019, son fils. Effectivement, un spécialiste d'économie circulaire et de gestion des déchets et de dépollution. Donc, si vous me parlez effectivement de Lubrizol, on s'est occupé effectivement de dépolluer après l'incendie qui a ravagé la Lubrizol, donc tous les résidus dans la ville de Rouen. On s'est aussi occupé de la dépollution au plomb de Notre-Dame, de la crypte qui était sous le parvis de Notre-Dame. Et puis là, récemment, ça fait 2 ans, jour pour jour, que la cathédrale de Nantes a brûlé. Là, c'est anniversaire malheureux il y a 2 ans. Exact. Et on dépollue au plomb. L'orgue était en plomb. Les jointures des vitraux étaient en plomb. Donc, nos équipes de services d'urgence intervention interviennent depuis 2 ans pour dépolluer la cathédrale de Nantes. Ça veut dire que c'est une entreprise, et on parlera du recrutement évidemment, parce que c'est votre métier. C'est une entreprise qui grossit aussi par le rachat d'entreprises. On y viendra, mais c'est quand même une entreprise dans la valeur ajoutée et la dépollution. Exactement, notamment. En tout cas, c'est vraiment un axe très très fort qu'on a souhaité développer. On s'occupe vraiment des déchets non dangereux, hospitaliers et effectivement... et le médical. Hein. Et le médical, tout à fait. Les déchets médicaux qui ont beaucoup fait parler d'eux pendant la crise d'Astri. On a été vraiment une entreprise essentielle. Les équipes ont été extrêmement formidables. Il y a vraiment une mobilisation et on a accéléré les cadences. On a fait des cadences à 20 heures par jour de collecte, alors qu'en général, on en faisait 12. Et on a vraiment mobilisé notre usine d'incinération près de Lyon pour laisser la primeur à l'incinération de ces déchets dangereux. Alors c'est intéressant parce que quand on parle de déchets, on se dit mais comment on fait pour recruter, parce que c'est pas toujours valorisant, c'est compliqué. Alors dépollution, peut-être un peu plus, mais le mot déchet, et pourtant c'est un secteur qui recrute énormément, c'est un secteur qui a besoin d'ingénieurs. Comment ça se passe, vous, la DRH qui est aux manettes? Je sais que vous allez évoquer le développement et le rachat d'entreprises, parce qu'il faut non seulement développer l'entreprise, mais vous rachetez les entreprises. Donc elle grossit par l'externe. Exactement. Comment ça se passe, ça? Mais en fait, les candidats sont très heureux de nous retrouver parce qu'on est vraiment très attractifs. C'est une entreprise, vous l'avez dit en introduction, une grosse ETI familiale. Côté en bourse, hein? Côté en bourse, absolument, préciser, hein. Absolument, depuis 1997. Et vraiment avec des valeurs entrepreneuriales très très fortes. Il y a vraiment un sentiment d'entrepreneuriat chevillé au corps, je dirais, par Joël Maxime. Ça, c'est très important, avec vraiment une atmosphère très conviviale. Il y a un circuit très court de décision, et je pense que ça plaît beaucoup à nos nouveaux candidats. Comparé aux mastodontes. Exactement, pour les quoi, des fois, ça peut être un petit peu plus dur à bouger. Donc là, circuit court de décision. Et il y a aussi une large part qui est laissée à l'autonomie, à la prise d'initiative. Donc en fait, et en plus, on est sur un secteur vraiment en devenir, vous l'avez dit, économie circulaire, gestion des déchets, on prend soin de l'environnement et de la planète. En fait, on est très attractif. Oui, vous êtes très attractif. Alors, il y a quand même des sujets intéressants, parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, et dont on parle beaucoup sur ce plateau, certains
certains vont dans des start-up, certains vont avoir plutôt envie d'aller dans des très grands groupes et hésitent parfois à aller dans des ETI, notamment certaines ETI où il faut être très opérationnel. Ça, c'est compliqué quand même, parce que la réalité, c'est que certains métiers de techniciens, peut-être même d'ingénieurs, la réalité, c'est qu'ils sont quand même les pieds dans la glaise, hein, les pieds sur le terrain, sur les sites de dépollution. Hein. Vous avez raison, ça dépend lesquels, mais vous avez raison. Les ingénieurs, déjà, on va effectivement aller au-devant d'eux dans les écoles d'ingénieurs, dans un tas d'événements qu'on peut aussi construire pour arriver à les capter. Ingénieur chimiste, excusez-moi. Mais vous avez raison, ingénieur chimiste et technicien de plateforme, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut récupérer les déchets avant de les diriger vers la bonne filière de traitement, il s'agit de les traiter, de les identifier et d'en connaître leur contenu, de faire des tests en laboratoire, mais le tout se passe sur une plateforme, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pour ensuite orienter la bonne filière de déchets. Et pour nous, c'est fondamental parce qu'il n'est pas question d'orienter un déchet au mauvais endroit. Donc ça veut dire que vous, la DRH, vous êtes allé sur site pour vous rendre compte, parce que quand on recrute quelqu'un à qui vous expliquez le poste avec vos équipes, il faut être capable de pouvoir lui dire très concrètement, tu vas avoir un job intéressant, tu vas même pouvoir bouger peut-être même à l'étranger, avoir des missions, parce que c'est un groupe international. Mais il faudra que tu sois sur site aussi. Exactement. Et c'est important ce que vous dites, parce que c'est aussi une valeur très très forte du groupe Séché. On est des gens de terrain. Tout DRH que je suis, il est important aussi d'incarner ma mission sur le terrain, aller voir les business units. C'est la meilleure manière de comprendre le business et effectivement de pouvoir en parler de manière incarnée quand on a les candidats. Alors là, aujourd'hui, c'est aussi une question un peu traditionnelle. En termes de recrutement, j'ai vu qu'en 2021, vous aviez fait 200 recrutements. Peut-être me trompais sur le chiffre. C'est ça, on est en train de faire 200 personnes. Là, vous êtes sur 200, toujours sur ce planning de 200. Exactement. Vous en êtes où, là, sur vos recrutements ? On en a à peu près 140 qui sont effectués, mais on n'est pas à l'abri encore d'avoir de nouveaux besoins. Et pour vous parler un petit peu de la palette des recrutements, elle est extrêmement variée. On manque de chauffeurs, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de techniciens de maintenance, d'ingénieurs chimistes de plateforme, j'en parlais à l'instant, mais aussi d'ingénieurs, de commerciaux, d'écologues, de responsables RH, parce que pour faire... Écologues, c'est les analyses, hein ? Alors les écologues, c'est un petit peu différent, et ça, c'est vraiment très intéressant d'en parler, parce que c'est vraiment Joël Séché en 85, extrêmement visionnaire. Ah oui, il était très en avance. Hein. Très en avance, et Joël et Maxime, bien sûr, qui a compris l'importance structurante de ces écologues. En 85, il se dit, mais en fait, il faut qu'on soit... Je veux de l'excellence environnementale. Donc, il veut toujours faire plus que la norme. Et là, il se dit, mais en fait, on parle, le déchet, vous l'avez dit en introduction, c'est pas très bien vu comment faire. Il a intégré des écologues qui sont vraiment des naturalistes de formation, spécialistes de la faune et de la flore, et qui sont partie prenante de toutes nos décisions opérationnelles. Quand on fait le choix d'une acquisition, quand on fait le choix de démarrage d'une installation, ils travaillent de concert avec nous pour vraiment préserver à chaque fois sur le site la faune et la flore, et vraiment faire des occupations paysagères, c'est sublime. C'est l'industrie dans son environnement. Exactement. Et ces écologues, ils sont relayés par 20 ambassadeurs. On a 50 sites en France, à chaque fois on a 20 ambassadeurs, qui cette fois-ci ne sont pas des naturalistes, ce sont des techniciens ou des fonctions support, mais qui ont vraiment l'appétence pour le faire, et qui vont effectivement relayer. Et donc, qui resitue les enjeux de notre industrie dans un contexte particulier, la faune, la flore, les grenouilles, la biodiversité, l'ensemble des éléments qui vivent sur le site et autour. C'est exactement ça. Et donc, qui vous permettent de le préserver, si je comprends bien. De le préserver, effectivement. Et puis, et ça, vraiment, c'est très apprécié des riverains. Et on est très, très à l'écoute des riverains. Et d'ailleurs... Ils sont aussi la passerelle de dialogue avec les riverains. Bien sûr. Et d'ailleurs, on communique sur ce qu'on fait. Et nos sites sont ouverts toute l'année. On est à près de 9000 visites par an qui sont réalisées par les chargés de communication. Et je leur rends hommage. Et toujours une visite avec un double regard avec un technicien qui va présenter le site. Et on parle à des riverains, à des écoles, à des élus, à toutes les personnes qui veulent se renseigner sur notre action. On se souvient du débat et de la polémique autour de l'incendie du Brisol, qui se trouvait à quelques pas d'un quartier pavillonnaire et pas très très loin de la ville centre de Rouen. Exactement. Et nos équipes, pardonnez-moi, sont intervenues, y compris pour aller capter les résidus de cette population, y compris chez les particuliers. En urgence, il faut préciser qu'ils ont été un des premiers quasiment sur le site, avec les pompiers évidemment, mais les techniciens, c'était les hommes du groupe Séché. Bien sûr. La suite, c'est intéressant parce que il y a cette stratégie de recrutement, donc il y a encore 60 postes, si j'ai bien compris. Oui, ça fait à peu près. Il y a des écologues d'ailleurs dans les listes des postes à recruter, ou tout est pourvu là chez les écologues? Les écologues, on a nos écologues. Vous êtes au complet sur les écologues. On est au complet sur les écologues, mais on a besoin d'ambassadeurs. Quand on recrute des gens, on s'assure aussi, nous, qu'ils ont vraiment cette appétence, ils ont envie de nous rejoindre aussi parce qu'ils ont une fibre environnementale, et c'est le cas. Alors, un centre de formation, ça c'est intéressant parce que vous n'êtes pas la première entreprise à se dire, après tout, si on peine à recruter, il faut aussi peut-être que dans nos talents, à l'intérieur de l'entreprise,
on fasse évoluer ses collaborateurs. Est-ce que c'est ça la stratégie que vous avez en tête? Exactement. Et vous l'avez dit, en fait, le mot, c'est-à-dire qu'on a des talents en notre sein. Et on s'est dit, on va partir de ces sachants, et c'est au sens noble du terme, qui ont toute l'ingénierie en eux, pour construire des programmes d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique. Et on lance un pilote sur des métiers en tension, 3 d'entre eux, technicien de maintenance, ingénieur chimiste de plateforme, on en a parlé, et puis chef de car. C'est le chef de car, c'est celui qui conduit une usine d'incinération. Et en fait, ces ingénieurs chez nous sont d'ailleurs très heureux. Je pense qu'on les a sollicités pour se dire, écris-nous un programme de formation. Comme ça ne se décrète pas que c'est un métier, on les aide bien sûr avec des pédagogues pour vraiment formaliser le programme. Et l'idée, c'est effectivement de faire monter en compétence nos salariés qui ont besoin de se professionnaliser, mais aussi d'aller chercher à l'extérieur des gens peut-être pas encore qualifiés, qu'on va faire monter en compétences. Donc ça, c'est quand même une réflexion que vous menez avec le groupe et avec le board. Pourquoi ? Pour contrer la difficulté d'un certain nombre de recrutements sur des postes dont on parlait tout à l'heure qui, de prime abord, on se dit, bon, bah oui, la réalité, c'est qu'il faut être bien sur place sur les sites de dépollution. Donc, exactement. Et c'est ça, vous contournez la difficulté en faisant ça. C'est exactement ça. Et parce que ces missions de tension, ils le sont pour toutes les entreprises France entière. C'est pas propre à Séché. Oui, c'est clair. Voilà. Et on se dit comment le contourner, on va aller chercher, on va les former. Et en fait, ce que je leur propose, c'est extrêmement fort parce qu'on leur propose un job, mais on leur propose une montée en compétences et on travaille finalement pour leur professionnalisation à long terme. Alors, on évoquait le caractère international parce que c'est que vous rachetez des entreprises, des secteurs, des pans d'entreprises très précis, très pointus, pour vous doter d'une valeur ajoutée, d'aller chercher des marchés. Vous envoyez, vous la DRH, des ingénieurs, des cadres qui vont partir, je ne sais pas, parce que c'est quand même toujours assez sympa quand on est un jeune cadre ou un jeune ingénieur de se dire... Bon, je vais me faire 6 mois en Amérique, aux États-Unis. Comment ça se passe? C'est exactement ça. Déjà, peut-être pour vous resituer, on a 15 pays maintenant dans le monde, et essentiellement en Amérique latine, en Afrique du Sud, Italie, Espagne, Allemagne. Et effectivement, c'est très attractif. On leur promet ça. Et j'ai à cœur de tenir mes promesses. Donc, un jeune, effectivement, qui rentre, il sait que ça pourrait être une passerelle. Et à titre d'exemple, en Afrique du Sud, on a envoyé 2 ingénieurs et 3 commerciaux. Mais attention, pas parce qu'on est des sachants et on est meilleurs, on est mayennais, on est français, on va vous expliquer le travail. Ah, mayennais, il y a du chauvinisme. Là, vous vendez la Mayenne. Mais on apprécie. Mais il y a beaucoup d'humilité d'ailleurs aussi chez les Mayennais, vraiment. Et il y a de très belles entreprises dans la Mayenne. Très belles entreprises, c'est vraiment des régions qui gagnent à être connues et des gens aussi. Mais en tout cas, on les envoie vraiment en mission en disant apportez les savoirs qui sont les vôtres, partagez-les, mais surtout ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup d'écoute et revenez avec les bonnes pratiques de chacun. C'est vraiment de la fertilisation croisée. On ne prétend pas tout savoir, on apprend aussi beaucoup des entreprises qu'on rachète. Afrique du Sud, juste sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi les missions des ingénieurs sur place? Quel marché vous avez en Afrique du Sud? Alors vraiment, on est sur de la gestion, de ce qu'on sait faire parfaitement, du déchet non dangereux. Et on a vraiment des techniques extrêmement particulières pour traiter ces déchets dangereux. On est très reconnu, on est très pointu. Et en Afrique du Sud, on a aussi une autre entreprise qu'on a achetée en 2020 qui s'appelle Spiltech, qui fait de la dépollution, là aussi de l'urgence environnementale. Et c'est nous qui avons œuvré récemment à Durban au moment des pluies diluviennes. Donc dépollution des eaux, parce que le gros enjeu, je serais d'accord avec moi, l'eau va devenir aussi rare que le pétrole et peut-être aussi chère. Absolument. Donc c'est vraiment une ressource extrêmement rare qu'il s'agit aussi effectivement de préserver. Et autre exemple, on a aussi agi sur la marée noire du Pérou avec des équipes qui se sont rendues aussi sur place et des équipes aussi de locaux, parce que bien sûr on travaille avec le local. Mais quand vous exprimez là, les missions que mène le groupe Séché, qui sont des missions quand même de très haut niveau et très complexes, ça demande un très haut niveau de formation quand même pour être capable immédiatement d'identifier le produit. Je pense à Lubrizol, savoir exactement ce qu'il y avait dedans, avoir les ingénieurs qui peuvent gérer. Ça demande quand même beaucoup de préparation quand même, et d'entraînement, j'allais dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui sont mentorés, tutorés par des plus anciens. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ces ingénieurs chimistes très précis, très rigoureux. Et ce que vous dites est très important, parce que quand on les recrute, on ne s'assure pas simplement qu'ils ont le diplôme. On s'assure d'une posture responsable, attentive. Et parce que pour nous, la sécurité est un élément très, très central. Oui, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, vous parliez du mot posture. Alors la posture, évidemment, c'est comme pour les sportifs, c'est la façon dont on tient son dos, ses bras, mais dans la bouche d'un DRH, c'est autre chose. C'est quoi la bonne posture dans le groupe Séché? Eh bien, écoutez, on le disait, déjà les valeurs travail chevillées au corps, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, et vraiment se sentir que, il y a vraiment pas d'impasse sur la posture de la sécurité. On est très vigilant à ça, c'est vraiment zéro accident. Et la bonne posture, c'est vraiment une intelligence de situation. Encore une fois, je crois beaucoup d'envie et la notion de travail chevillé au corps. On n'a pas évoqué d'alternance, l'alternance qui reste un point qui... la France a vraiment progressé sur l'alternance, elle a même dépassé l'Allemagne, absolument, et c'est heureux. Nous dit-on. Comment ça se passe? Est-ce que
vous avez ce centre de formation sur lequel vous travaillez, qui est en gestation. Bien sûr. Faire monter les talents, les collaborateurs. Et est-ce que l'alternance est pour vous une piste intéressante? Très essentielle. Je pense que, et moi je suis très heureuse de voir que le modèle est en train de basculer parce que je trouve ça vraiment très dommageable de reléguer l'alternance à simplement des métiers techniques, pas très valorisés. C'est faux. En fait, on donne une première expérience à nos jeunes et on sait à quel point c'est compliqué d'avoir toujours cette première expérience et on est en train de les professionnaliser parce que finalement le diplôme, c'est une présomption de compétence. Alors que être sur le terrain, c'est vraiment comment cette compétence, cette oui, puis les managers, ça vous permet aussi d'observer très concrètement in situ quelqu'un, vous allez dire, lui, il va rester dans le groupe parce qu'il a la posture. C'est exactement ça. C'est un vivier pour nous, ou pas, effectivement. Si c'est pas la bonne posture, si on arrive en retard, si on ne fait pas attention à la sécurité, on ne porte pas ses équipements de protection individuelle, on ne terminera pas. Ouais, avant de parler d'un sujet qui vous tient très à cœur, qui est l'inclusion et qui est une vraie réflexion, notamment sur les chaînes de tri des déchets, parce qu'il faut aussi préciser que vous avez 20% de vos activités qui sont les déchets sur des zones de tri, des sites où on trie le plastique, le carton. Exactement. Vous parlez beaucoup de sécurité. On sent que dans votre entreprise et pour vous, c'est un élément important. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes respectent, vous les soumettez à des formations très strictes en matière de sécurité? Exactement. En tout cas, vraiment, formation sécurité, c'est vraiment c'est le pourcentage le plus important, là où vraiment on dédie effectivement notre accompagnement de formation sur la sécurité, sur le métier. Très important pour nous d'avoir les gestes et postures. On a un plan qui s'appelle le plan Vital, accident zéro, et c'est vraiment comment on est intransigeant sur le port des EPI, je le disais. Les gens arrivent le matin en bonne santé, ils doivent rentrer chez eux en bonne santé, pas mettre eux-mêmes en difficulté et aussi en difficulté la vie de leurs collègues. Donc il y a une vigilance particulière que la DRH que vous êtes portée sur les questions de sécurité, parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, quand on est sur un site de dépollution, on ne met pas le harnais, la chute est fatale. Exactement. Donc le pays, c'est vraiment indispensable. Donc c'est essentiel d'avoir les règles, j'imagine que vous les accompagnez en matière de sécurité, de formation sécurité. Totalement. Formation sécurité au plus haut degré et toutes les équipes. Et puis effectivement, comme je disais, un plan en interne de sensibilisation, le plan Vital. On n'a pas parlé de Waga Énergie parce que c'est un élément important sur le biométhane, parce que c'est une gestion aussi c'est aussi la suite de la manière dont l'entreprise se positionne sur les questions environnementales. Mais tournons-nous vers l'inclusion, parce que ça, c'est un sujet très très important. Et là aussi, par votre parcours, par votre histoire professionnelle, vous apportez aussi à Séché l'idée peut-être qu'on peut avoir une politique d'inclusion dans les métiers du déchet. Racontez-moi. Oui, parce qu'effectivement, nos chaînes de tri, vous voyez bien, c'est des métiers qui peuvent vraiment être ouverts à tout le monde. Et en fait, Joël Séché, dès le démarrage, et effectivement, Maxime a évidemment repris ces éléments-là, a souhaité à ce qu'on puisse accueillir des gens éloignés de l'emploi, dont certains d'entre eux sont en situation de handicap. Et cette plateforme de déchets dont on s'imagine bien, vous l'avez dit très, très, très clairement, où on trie du carton, du plastique, c'est accessible à ces personnes-là. Et on espère que ce soit un tremplin pour eux, effectivement, pour se sortir de cette spirale. On travaille notamment avec l'entreprise Trait d'Union en Mayenne et on voudrait essaimer ailleurs en région. Ça veut dire très concrètement, Trait d'Union, c'est la structure associative qui va quoi? Faire les détections, repérer ces jeunes. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, effectivement. Ils nous aident à détecter les personnes, parce que là aussi, il faut quand même qu'on les encadre et qu'on les mette pas en danger. Et on les fait travailler chez nous sur notre chaîne de tri pour vraiment demain, à amorcer une bascule et un mouvement différent vers le retour à l'emploi. Là aussi, c'est comme ce centre de formation, vous êtes en train de travailler dessus. C'est compliqué aussi. Il faut bien accompagner la personne handicapée parce que c'est souvent douloureux de travailler sur les chaînes de tri. C'est quoi? On réaménage les horaires? Comment on fait là? Parce que la réalité, c'est que ça aussi, c'est des postes très difficiles, il faut le dire. Est-ce qu'on invente une machine qui trie les plastiques? Est-ce qu'on fait qu'un seul plastique pour éviter le débat de tous les plastiques? Parce que le tri vient des plastiques très différents. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une réflexion menée par votre groupe qui se dit, après tout, ou un exosquelette, ou comment on fait? Alors, on est doté, nous, déjà de machines qui font des tris. Donc, les tris dont je vous parle sur cette chaîne de tri-là... C'est la fin du tri, en fait. C'est vraiment des matériaux très grossiers, j'allais dire, qu'on reconnaît. Et on fait très attention, effectivement, aux gestes et postures. On change tous les quarts d'heure. On a incliné le siège pour qu'il soit d'une certaine manière. Donc, on a effectivement mis au point beaucoup de trucs ISU, je dirais, accompagnés des réflexions des ergonomes et de la R&D pour accompagner au mieux ces personnes et qu'elles soient dans une posture effectivement au quotidien plus facilitante. Avant de nous quitter, je me tourne vraiment vers la DRH. On a parlé beaucoup d'entreprises que vous rachetez, qu'il faut intégrer, il faut leur mettre les peintures séchées. Comment ça se passe pour la DRH? Comment on fait là en termes d'organisation des contrats? Comment on remet tout ça en règle? Parce que ça aussi, c'est même si vous êtes centré sur la formation, fait partie du cœur de métier. Quand vous récupérez une entreprise, elle a ses propres règles, elle a ses propres niveaux de salaire, elle a ses conventions.
Comment ça marche ça? Absolument. Déjà, la DRH, puis j'ai envie d'associer toutes mes équipes. Et toutes les équipes, ouais. Oui, vraiment, et leur rendre un salut parce que je suis entourée d'équipes merveilleuses, très engagées, très techniciennes, très pro, avec pour le coup une très belle posture de business partner et qui travaillent de concert, pas simplement avec la RH, parce qu'on est vraiment, on relie les mondes avec les opérations. C'est aussi les managers qui nous aident à intégrer ces gens. C'est aussi le commerce. Donc vraiment, je tiens à le dire parce que vraiment un travail d'équipe très fort et on est extrêmement soudés, on avance dans le même sens. Là, il s'agit effectivement de déjà regarder de quelle convention collective il s'agit. On peut la voir, on peut effectivement la découvrir, et puis on regarde effectivement les avantages sociaux, les rémunérations, et on est très très attentif aussi à intégrer les gens dans un mindset séché. Très important pour nous de nous rejoindre et d'adopter la culture séchée. Les valeurs et la culture. Très très important. Tiens, d'ailleurs, il y a un mot qui n'est pas apparu du tout dans notre échange, c'est le mot dialogue social. Je l'ai introduit en disant qu'il y avait des DRH focus dialogue social. Il y a quand même du dialogue social chez Bien vous. sûr. Vous avez signé un accord, j'imagine, télétravail. Enfin, Bien sûr. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'est un dialogue social qui est vraiment très à l'écoute, très constructif. Je pense qu'on a des parties prenantes vraiment dans le dialogue et dans l'écoute, et on essaie de faire la même chose. Donc on a un dialogue social qui est sain, qui est constructif et qui nous fait avancer. D'ailleurs, on parle d'hybridation du travail pour les cadres et ceux qui sont, j'allais dire, l'école blanc, mais tous ceux dont on a parlé et qui sont d'ailleurs des futurs cadres chez Séché, ceux qui sont sur site, comment on fait pour compenser? Parce qu'ils vous disent, mais attendez, les bureaux, en 2 jours, 3 jours, moi je suis sur site 5, 6, et il faut que les sites soient protégés toute l'année. Comment ça marche là? Vous avez raison. Signer un accord de travail, vous le disiez, on l'a fait 2 jours, mais vous avez raison, c'est que pour l'école blanc. D'ailleurs, petite remarque très intéressante, les gens ne se sont pas rués sur la prise des 2 jours. Il y a beaucoup de gens, et à commencer par mes équipes, à dire mais non, mais en fait notre rôle à nous d'être sur le terrain en business partner des patrons d'opération, donc on va prendre si on a besoin, si on habite loin, on prend, sinon notre place est sur le terrain. Oui, puis il y a quand même un service public à rendre à vos clients quand même. Exactement. La dépollution des eaux des industries, Covid ou pas Covid, j'imagine que vos hommes étaient sur le terrain. Bien sûr. Et alors pour revenir encore sur le télétravail, les gens qui ne sont pas éligibles, eux, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a vraiment cette politique sécurité très forte et on les dote en EPI, parce qu'on leur doit la sécurité au quotidien. Ils sont vraiment, eux, sur le site 5 jours sur 5, voire. Allez, avant de nous quitter, l'année qui arrive, là, on va partir, tout le monde va partir un peu en vacances, se reposer. Vous allez rattaquer septembre. C'est quoi votre année là? Qu'est-ce qui va s'écrire? Le centre de formation, l'idée de créer vraiment ce centre? Absolument, de démarrer, de mettre encore des gens complémentaires. Et puis là, on est en passe, vous l'avez dit, d'intégrer les eaux industrielles de Veolia. On était en passe de l'être, ça y est, c'est fait? En passe de l'être, je respectais sur ce qu'on est en train de faire avec... ça veut dire 300 collaborateurs de Veolia, précisément, traitement des eaux industrielles? Absolument. Et vraiment, c'est des parts de marché supplémentaires parce qu'on était déjà sur le traitement des effluents industriels. Donc, on va récupérer ces eaux qui sont effectivement polluées, dont on va enlever et que vous rendez au client. Et qu'on rend au client. C'est-à-dire que vous lui retirez tous ces éléments chimiques et dangereux. Exactement, le purifie. Vous voyez bien que là, on est en train de faire une boucle vertueuse de décarbonation. Donc en cela, on participe aussi à décarboner les activités de nos clients. On a une spécificité très précise là-dessus sur les solvants industriels. On récupère du solvant chimique, des industries chimiques, pharmaceutiques extrêmement souillées. Et ce solvant, on le rend à 80% dépollué, ce qui fait que ces entreprises-là sont en train plutôt que d'acheter un solvant neuf qui est très riche en hydrocarbures, finalement contribuent à abaisser leurs émissions de carbone de 85%. Donc vous dépolluez le solvant et il revient en économie circulaire dans la boucle économique et resservi au client derrière qui peut le réexploiter. Exactement. Au lieu de prendre un solvant neuf, bourré d'hydrocarbures, donc en cela, on contribue à décarboner les activités de nos clients. Merci beaucoup Valérie Burgorg d'être venue nous rendre visite. DRH du groupe Séché, 5000 collaborateurs en France et dans le monde, et bientôt 5003, puisque... Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Entreprise, entrepreneuriale, croissance, chevillée au corps. Chevillée au corps, une très belle ETI, cotée en bourse, faut-il le rappeler, créée il y a 35 ans. Absolument. Par quelqu'un qui était visionnaire sur ces questions d'environnement, de retraitement des déchets. Merci de nous avoir rendu visite, et puis je vous laisse peut-être partir en vacances et puis préparer votre centre de formation et tout ce que vous avez à gérer pour la rentrée de septembre. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On parle des cadres. Tiens, ça va vous intéresser. Est-ce que les cadres vont évidemment être augmentés en 2022? On va tout savoir avec Julien Breuil et c'est tout de suite.